Retour sur le plateau et qu'il en soit deuxième partie. C'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités, à savoir Joseph Emmanuel Ateba. À côté de lui, Valère Bertrand Bessala, Aristide Bilunga et Benoît Fedieu. Benoît Fedieu, les réactions par rapport à cette visite. Il y a l'honorable Jean-Michel Ninche qui souhaite que la visite du président Macron, il dit exactement ceci: à l'heure où le Cameroun tend vers une alternance inévitable, la préoccupation majeure de la plupart de nos compatriotes aujourd'hui est celle d'un processus électoral crédible et consensuel qui garantisse la transparence, l'équité et qui définit de façon claire les conditions de dévolution du pouvoir afin qu'au jour dit, le vaincu soit à même de féliciter le vainqueur, seul gage d'un développement futur harmonieux et d'une coopération bilatérale fructueuse. Jean-Michel Ninche, comme il dit, se projette déjà. On ne va pas dire qu'il avertit la France. Il veut que le président Macron, sur ce point-là, garantisse, passe un certain nombre de garanties, présente un certain nombre de garanties au Cameroun. C'est vrai, je ne sais pas si Emmanuel Macron lui a communiqué son agenda en avance, mais à ce qui me concerne, je pourrais penser qu'il est allé un peu très loin. Oui. De penser pour un chef d'État, nous le disons tantôt, qui vienne rencontrer notre chef d'État et puis un responsable politique, fut-il un député, lui prescrive ce qu'il doit pouvoir faire. Moi, je ne pense pas que c'est lui qui vient définir les méthodes de dévolution du pouvoir ici. Bon, même si nous avons quelques lacunes futiles dans nos tests, je crois que c'est encore aux Camerounais. Si je m'en tiens même encore à la réaction de Macron face, n'est-ce pas, à un entretien avec certains activistes camerounais, cet entretien qui a été d'une part très critiqué, je crois qu'il a souvent dit à suffisance. Je crois que c'est vous-même qui pouvez déterminer les méthodes d'évolution de pouvoir chez vous. C'est vous-même qui pouvez bien travailler pour votre démocratie. Je ne crois pas que lors d'une visite, de la première visite, nous sommes en train de le dire, de Macron au Cameroun, que ce soit cela qui lui soit prescrit. Moi, je me serais attendu aussi à ce qu'il lui prescrive les facilitations du développement réel du Cameroun en termes d'investissement, en termes d'échange, en termes d'un partenariat franc, gagnant-gagnant. Moi, je m'attendais beaucoup plus qu'il soit interpellé dans ce sens. Et quant à nous autres, dans le RDPC, nous attendons beaucoup plus à cette démarche-là. C'est pour ça que nous faisons fortement confiance au président Paul Biya en disant, nous lui donnons toute notre confiance, sachant que cette visite, au bout de cette visite, le Camerounais sortira gagnant, même si on ne peut pas le dire de manière littérale entre les relations diplomatiques. On peut quand même le dire que lorsqu'ils sont bien négociés, chacun trouve son compte. Maintenant, la dévolution, nos problèmes. Non, je crois que nous avons autre chose. Je ne dirais pas mieux que ça, mais je ne pense pas que c'est ce que nous devons demander au chef de l'État français. Voilà. Aristide Bilunga, pourquoi nombre de Camerounais pensent que le président Macron vient, on ne va pas dire comme ça, parler un peu de l'après-Biya? Je pense que l'évolution du pouvoir. Je pense que c'est un problème. Certains politiques pensent que c'est ça qui l'amène. Bon, c'est la pensée des politiques, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'on observe la dynamique internationale aujourd'hui, les puissants dits démocratiques ne mettent plus trop d'accent sur l'idéal démocratique pour pouvoir entamer des relations avec leurs pays amis. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les intérêts. Comme on l'a vu au Tchad. Tout à fait. Donc, un peu partout, aujourd'hui, c'est ça qui compte. Et là, on voit justement... On dit une chose au Tchad, on fait le contraire au Mali. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la dynamique, n'est-ce pas, de cohabitation qui est aujourd'hui que le monde impose entre les systèmes démocratiques et les systèmes dits autoritaires. Donc, aujourd'hui, ces séparations qu'on a eu parfois à promouvoir ou alors à visualiser aujourd'hui, ne sont plus très à jour. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les intérêts. Qu'est-ce que la France vient faire au Cameroun? C'est défendre les intérêts français.
Et le Cameroun qui accueille la France, qu'est-ce que le Cameroun propose? Et c'est là où il faut voir les intérêts comparatifs. Est-ce que le Cameroun a des éléments importants pour pouvoir négocier au même niveau que la France sur les enjeux économiques, étant donné qu'aujourd'hui la crise ukrainienne, Covid, impose justement qu'on puisse avancer dans la dynamique d'interdépendance. Donc la France a gagné au Cameroun, tout comme le Cameroun a gagné avec la collaboration française. Maintenant, c'est comment est-ce que cela doit se négocier, avec quel élément on va aller à la table de négociation sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, la France et le giron français est un peu subi une sorte d'endiguement, si je peux mêler l'expression, où la Russie est en train de prendre, la Chine est en train de prendre, ainsi de suite. Le seul pays aujourd'hui qui peut, où on peut dire qu'il y a encore le contrôle français, c'est peut-être le Tchad. Et lorsqu'on voit le Cameroun qui a une position stratégique, où le Tchad est un pays enclavé comme la RCA, qui ne compte que sur les ports camerounais, qui demandent aujourd'hui encore une coopération économique. Donc, du coup, la France a intérêt à coopérer avec le Cameroun pour pouvoir donc soit se repositionner dans une dynamique ici des rapports gagnant-gagnant. Donc, c'est ça qui compte aujourd'hui. Et non maintenant les questions démocratiques, des questions de l'ordre politique, l'ordre social relèvent des Camerounais. Et les Camerounais ont tout agenda avec des droits, des constitutions pour pouvoir gérer donc le processus d'accès au pouvoir ou de comment quitter au pouvoir au Cameroun. Donc tout cela, c'est aux Camerounais de le faire. Voilà, le président français qui arrive. Et vous avez suivi il y a quelques jours, vous parlez de Jean-Michel Ninche, Valère Bertrand Bessana. Il dit qu'il faut que les conditions de dévolution du pouvoir soient respectées. Et selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, le président Franck-Emmanuel Biya aurait été reçu à l'Élysée. Pour vous, ça veut dire quoi? Pas le président. Franck-Emmanuel Biya. On peut considérer ça comme un heureux lapsus. Non, du tout. Je crois qu'on va faire un peu de sorcellerie, monsieur Otou. Faisons un peu de sorcellerie. Vous savez, la politique, c'est comme la sorcellerie. Si vous entrez en politique, il faut avoir la capacité de voir très loin. Et voir très loin en politique, c'est la capacité d'analyse, de prévision et surtout d'anticipation sur ce qui peut arriver. Allons sur 2-3 clichés. Franck-Emmanuel Biya a fait un voyage à l'extérieur. Et Jeune Afrique nous renseigne, nous le savions déjà un peu, mais Jeune Afrique l'a écrit, il a été à l'Élysée. En qualité de quoi? Je ne crois pas que c'était en qualité de fils du président, même s'il cumule ces deux casquettes. Enfin, fils du président et citoyen camerounais, comme tous les autres. Le conseiller spécial aussi du président. Ah, voilà monsieur du RDPC qui vient de nous dire que le fils du président est conseiller spécial du président. Très bien, très bien. Je ne voulais pas le dire, Je suis entré en sorcellerie. Pour dire quoi? Pour dire que l'homme est donc allé à l'Élysée. On a laissé le Premier ministre au pays. On a laissé le secrétaire général de la présidence au pays. Il n'est pas connu officiellement qu'il est conseiller spécial. Vous venez de nous renseigner parce que moi, je ne connais pas un seul décret qui fait du fils du président le conseiller spécial. Il y était donc. C'était donc pour faire quoi? C'est la grande question. Est-ce que c'était pour justement soumettre l'invitation à Macron? Et quand on dit invitation, c'est de lui expliquer les volontés profondes de son père pour que Macron ait envie de venir au Cameroun. Parce qu'il faut faire très attention. C'est un monsieur qui refuse de venir au Cameroun. Comme Sarkozy, comme Hollande. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez bien posé votre question. À peine 4 mois, arrivé à la tête de l'Élysée, il décide de venir en Afrique et commencer par le Cameroun. Certains disent qu'il se précipite. Donc, précipitation ou pas, moi je reste sur l'élément fils du président qui se retrouve à l'Élysée. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une situation où le président n'a plus confiance à son entourage. Nous sommes dans une situation où le président décide de négocier certaines choses diplomatiquement avec des personnes en lesquelles il a investi sa confiance. Et, comble de curiosité, on se rend compte que la personne à laquelle il a le plus confiance aujourd'hui, c'est Franck-Emmanuel Biya. Parce que je ne crois pas que le fils du président pouvait se retrouver à l'Élysée sur une simple balade, parce qu'il était en congé ou parce qu'il était de passage en France. Vous comprenez? Donc vous comprenez que nous sommes justement dans notre logique. C'est-à-dire que le président n'a plus confiance en son entourage. C'est-à-dire que l'information peut transpirer. Il n'y a que son fils en qui il a confiance.
Si je m'en tiens donc à l'élément de confiance, vous allez donc vous poser des questions. Est-ce que Franck Biya n'a donc pas un rôle à jouer dans cette succession? Puisque son père lui confie déjà des agendas pour l'Élysée, pour la France. Lui-même, il y était en main. Est-ce qu'il n'a pas épuisé tous les sujets quand il était en Europe avec la France? Alors, il faut encore qu'il envoie son fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soupçons que nous tous nous avons, c'est que le président risque de nous imposer son fils, d'une manière ou d'une autre. Mais pour nous autres, nous, on est d'accord avec le président sur une chose, on n'est pas d'accord sur une autre. C'est-à-dire que le président de la République, nous voulons qu'il nous débarrasse de ces gens-là avant de partir. Et que ce soit un jeune qui prenne le pouvoir de manière démocratique. Ok? Ouais. Mais ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord avec lui, c'est ce qu'il veut faire. C'est-à-dire nous imposer son fils. Comme je dis souvent, moi j'ai rien contre le fait que le fils du président soit candidat. Il est citoyen comme tout le monde, vous comprenez? Mon problème avec le fils du président, c'est qu'il n'a jamais rien géré. Il n'a jamais tenu une épicerie dans la République. C'est ça la grande particularité aujourd'hui. C'est-à-dire que nous risquons de nous retrouver en 2025 dans une situation comme si nous prenons quelqu'un au quartier et on l'amène à étudier pour nous diriger. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vu quelque part dans un ministère ou directeur de quelque chose. On l'amène comment? Il y aura élection, non? Non, je ne suis pas sur l'élection parce qu'en fait, être président de la République, ce n'est pas être chef de service ou directeur. C'est diriger tout un pays. Ça suppose une suite d'expériences. Même son père a eu 20 années d'expérience sur son dos avant d'arriver à la présidence de la République. Vous comprenez? Oui. S'il n'avait pas eu cette expérience-là, ce parcours, certainement, il ne l'aurait pas choisi. Vous comprenez? Donc c'est la difficulté et c'est le point de désaccord entre nous, la jeunesse, et le président. On n'a rien contre Franck Biya, c'est-à-dire que comme tout citoyen, il peut rester à la magistrature suprême. Vous comprenez? C'est donc cela. Cela veut dire quoi? Si je viens donc dans l'analyse, c'est que si le président envoie Franck à l'Élysée, je viens de faire l'analyse dessus, je n'ai pas dit que c'est le cas, mais on venait de faire l'analyse. Non, c'est important. Ouais. Je suis bien dessus dans la sorcellerie. Ça veut dire que nous devons nous attendre dans les jours prochains à une forte influence de son fils dans les prochaines options politiques du Cameroun. De deux, aussi peut-être à une entrée en scène de son fils. Je faisais déjà une analyse l'année dernière parce qu'il procède par teasing. Franck Biya procède par teasing. Sur le plan social et politique, il a créé son affaire qu'on appelle le franquisme. Oui. On voit comment doucement les lampions s'ouvrent et se referment, les lampions s'ouvrent et se referment, les phares sur cette affaire-là. L'année dernière, il a fait une sortie officielle, je vais dire officielle entre guillemets, où il allait voir le sultan, le nouveau sultan, roi des Bamoun. On l'a vu, avec les apparats du président de la République. Vous comprenez? Donc, on comprend donc aussi maintenant qu'il va à l'Élysée. Pourquoi faire? Ce n'est pas de manière privée, parce que s'il faut aller à l'Élysée, on comprend très bien que c'est une affaire qui est très compliquée. Donc, je voudrais simplement dire que nous devons déjà comprendre que le problème de la succession est là. Mais qu'est-ce que le fils du président est allé dire à Macron pour amener Macron au Cameroun? Ça veut dire qu'en fait, il y a un sujet important. Et moi, je suis d'accord avec l'aîné Nietzsche. On ne peut pas éluder la transition dans cette affaire-ci. Parce qu'en fait, la France a certes ses problèmes. C'est-à-dire que la guerre russo-ukrainienne fait qu'elle est à court de ressources. Il y a des difficultés. Il y a aussi que la guerre russo-ukrainienne est en train de remettre et d'enfoncer le clou du CFA. Le clou du problème sur le CFA. C'est-à-dire que cette monnaie, notre fausse monnaie, la propriété française qu'on appelle CFA, est adossée à la monnaie européenne. Ça fait que toutes les difficultés, la crise qui impacte sur l'euro, impacte naturellement en chaîne sur le CFA. Et vous savez que pour entrer en transaction avec d'autres pays hors zone euro, il faut absolument d'abord la convertibilité de cette monnaie-là par la Banque de France. C'est très difficile aujourd'hui. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous devons trouver des moyens de contournement. Donc il y a un risque d'implosion de cette monnaie-là. La Centrafrique a commencé avec le Sango. Et vous avez vu une lettre de, je pense, la conférence où, je ne sais pas, il y a des décideurs de la CEMAC qui se sont réunis, je crois, hier. Et dans l'un des points, ils ont décidé de donner une instruction à la BEAC d'examiner les voies et moyens pour intégrer les logiques de crypto-monnaie dans notre espace monétaire. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une logique de brutaliser la Centrafrique, oui, quant à ce qu'elle reste dans la monnaie CFA. Mais on est déjà en train de voir comment est-ce que l'exemple centrafricain, c'est-à-dire l'alternative du CFA, peut faire tâche d'huile pour les autres pays et qu'on peut en profiter, puisqu'on est grippé sur le plan économique. On ne peut pas transiger, par exemple, avec la Russie de manière directe, parce que la Russie n'est plus dans la zone SWIFT. Vous comprenez? Elle est déjà dans le CIPS asiatique. Donc ça devient très compliqué. Donc on a aussi cette logique-là. Donc la France a ses problèmes. Certes, elle va négocier dessus, mais il y a des problèmes de transition. Soit dit en passant, et je sors par là, le président était quand même aussi là-bas le 15 mai.
On a vu et on a lu. Il a reçu le grand maître de la grande loge, de l'anglais chose là. Vous comprenez? Et nous savons ce que ça veut dire, recevoir le grand maître de la grande loge. Parce qu'en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, les aînés ici, pour la plupart, à 60 ou 70%, sont dans ces choses-là. C'est-à-dire franc-maçonnerie et ainsi de suite. Ils sont là dans les ministères, ils sont tapis, ils ont même conditionné déjà tous nos frères qui veulent absolument accéder à des postes pour mieux travailler. Si vous n'entrez pas, vous n'avez pas droit à cela. Ça fait donc quoi? Ça fait que quand vous recevez, quand le président reçoit le grand maître de la grande loge, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, ou le grand tourien, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais de toutes les façons, on sent qu'il est aussi allé négocier quelque chose. Parce qu'en fait, vous savez que c'est des gens qui sont, très solidaires dans leur mouvement. Ces gens qui sont dans ces choses-là. Ça veut dire que si le président veut frapper un grand coup dans leur mamaille, c'est-à-dire ces gens qui sont dans la franc-maçonnerie, il doit d'abord négocier avec leur grand maître pour que ça ne jase pas, pour que ça ne grésille pas dans leur loge. Parce que là, il faut penser peut-être que Macron, en venant, vient certes négocier certaines choses, mais il lui posera aussi certaines de ses doléances pour que lorsqu'il s'en ira en France, beaucoup de choses se passent, notamment ce que nous attendons, un gouvernement. Parce que nous attendons un gouvernement qui mette au moins 40% de ces gens-là de côté, pour qu'au moins on commence au moins une épuration. Bon, je n'ai pas dit sanglante, le sang en politique c'est la prison, vous comprenez? Qu'ils aillent en prison et qu'on voit effectivement que le président est en train de décanter l'appareil de l'État, dégripper l'ascenseur social, afin que ceux qui espèrent servir le pays de manière saine puissent émerger et servir le pays, et que ceux qui ont justement inscrit le Cameroun dans la République non exemplaire puissent répondre de leurs actes. Je crois donc que le président certainement va aussi poser cette doléance-là, ayant déjà travaillé avec le grand maître de la grande loge, parce qu'en fait la plupart sont dans cette affaire-là. S'il doit les frapper, il faut absolument qu'il négocie. Il a négocié déjà là-bas en mai, je crois qu'il va aussi négocier avec Macron, pour que s'il a des amis entre-temps, peut-être qu'il en épargne certains et qu'il garde certains autres pour la chose. Ok. Joseph Emmanuel Eteba, pour Jean-Michel Nietzsche, l'alternance est inévitable. Il insiste surtout sur le respect des conditions de dévolution du pouvoir. Ce que appelez souvent, vous n'aimez pas, de gré à gré. Il ne veut pas entendre parler de gré à gré. Absolument, nous sommes en pleine alternance. Il faut que la Constitution soit respectée. Alternance, oui. Et ils font beaucoup d'espoir sur le président Macron. Et l'inquiétude de Jean-Michel Nietzsche devrait être celle de tous les Camerounais, au vu de l'histoire du Cameroun et de la France. Donc, et c'est très embarrassant, c'est même trop gênant de devoir penser que nos problèmes internes au Cameroun, c'est-à-dire la révolution du pouvoir, puissent dépendre du président français. Vraiment, c'est regrettable de devoir y penser, mais c'est une triste réalité. Et une réalité qui nous a été imposée par nos gouvernants, parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de s'affranchir, parce qu'ils pensent que leur pouvoir dépend justement de ces choses-là, comme Bertrand en parlait tout à l'heure, des loges et autres, alors que nous sommes dans notre pays qui est dit souverain et nous sommes incapables de prendre en charge en main notre destin. Donc, quand on regarde l'histoire du Cameroun et de la France, la plupart des dirigeants, enfin les deux d'ailleurs, on a eu que deux d'ailleurs, sont les fabrications, les produits de la France. Et leur pouvoir dépend justement de la France, d'où le compte rendu permanent, d'où les supplications de se faire écouter, de se faire recevoir par les autorités françaises. Alors, je l'ai dit à la fin de mon dernier propos, que Macron, s'il veut que son séjour, ou alors sa visite au Cameroun, comment dirais-je, lui survive, ou bien qu'elle ait un impact, c'est qu'il enlève de la tête, qu'il enlève de sa tête, qu'il puisse venir au Cameroun imposer un président. Voyez-vous, nous n'avons rien contre le fils de Franck Biya. C'est un Camerounais. Il peut aspirer à la fonction suprême. C'est son droit le plus absolu. Mais c'est les raccourcis que nous refusons. Oui. C'est les raccourcis que nous refusons. À quel titre se fait-il recevoir à l'Élysée? Je voudrais bien aussi aller à l'Élysée demain. Je vais demander peut-être je vais faire une demande d'audience pour qu'on me reçoive. Oui, je vais faire une demande d'audience, je vais déposer à l'ambassade de France pour qu'on me reçoive aussi à l'Élysée. Mais à quel titre Franck Biya est reçu à l'Élysée? Donc, c'est ça que nous ne voulons pas, c'est ça que nous refusons. Et je dis, chaque Camerounais, et ça, c'est la pensée de tous les Camerounais, ou tout au moins de l'immense majorité des Camerounais. De l'immense majorité des Camerounais. Benoît Fédieu a dit qu'il est le conseiller du président, conseiller spécial. Ben, qui conseille le président? Qui le conseille d'organiser son départ? Non, le président peut mettre son conseiller en mission. Conseille son père de laisser le Cameroun? Ce serait le meilleur conseil qu'il puisse lui donner.
aujourd'hui. Vraiment, s'il était son conseiller et s'il l'aimait, le meilleur conseil qu'il aurait pu donner, c'est que papa va te reposer. Le Cameroun, tu as trop travaillé. Le Cameroun doit continuer après toi. Donc, je voulais dire, Macron, son séjour, l'importance de son séjour au Cameroun, ou alors l'intérêt pour la France de son séjour au Cameroun dépendra de sa non-immixtion dans les affaires internes du Cameroun, surtout en ce qui concerne la dévolution du pouvoir. Ce sera aux Camerounais de choisir qui doit remplacer Biya. Voilà. Benoît Fedje. Oui, c'est ça le problème, hein, d'évolution du pouvoir. Les Camerounais ne veulent pas qu'il y ait ingérence, on va le dire comme ça. Non, je vais dire ici que j'ai aimé quand même parce que Valère Bessalar, à l'entrée de ses propos, il a bien mis, n'est-ce pas, les téléspectateurs en garde du fait qu'il devait s'aventurer en sorcellerie. Et il sait bien le faire. Bon, moi, j'ai tenté plusieurs fois. Je n'ai pas pu m'aventurer, m'étaler avec élégance en sorcellerie comme lui. Pour dire ceci, M. Serge Alon-Otou, lui-même, il a effectivement évoqué un point qui crée une autre pomme de discorde, le problème Franck Biya. Parce que je n'ai pas toujours compris une chose. Oui, je pourrais l'accepter qu'il ait été reçu à l'Élysée. Et je connais également que Jeune Afrique, c'est un journal qui aime des sensations fortes, de grandes annonces qui pourront faire vibrer, n'est-ce pas, les citoyens. Mais pourquoi toujours se focaliser autour du pouvoir? Franck Biya aussi, c'est un citoyen qui, au-delà d'être le fils du chef de l'État camerounais, et même d'ailleurs un grand homme d'affaires aussi, qui même derrière ses affaires peut même solliciter et être reçu par un chef d'État. Et moi, je voudrais poser juste une question. On questionne tellement la réception de Franck Biya par Emmanuel Macron, mais personne aussi, pourquoi vous ne vous interrogez pas comment est-ce que Emmanuel Macron fait pour s'arrêter et changer aussi longtemps avec les activistes camerounais qui n'ont aucune casquette? Alors pourquoi vous ne soupçonnez pas cela d'être des dauphins qui pourraient être en préparation dans l'ombre? Si nous avons le même soupçon sur Franck Biya, ayons aussi le même soupçon sur eux. Moi, je crois que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, aussi légaliste qu'il est, et je peux même encore comprendre qu'on dise qu'on respecte les méthodes de dévolution du pouvoir. Oui, elles sont consacrées par notre Constitution. Justement. Et nous avons, je dis bien, un chef de l'État qui est aussi légaliste. Et moi, je dis... cette histoire de gré à gré. Moi, je crois que c'est même les messieurs Ateba qui ont créé cette histoire de gré à gré dans la dévolution du pouvoir. Ça ne vient pas de Paul Biya, ça ne vient pas du RDPC. Et c'est pour ça que nous avons toujours dit que ce mot-là, c'est vous qui connaissez comment vous pouvez le manier. Nous ne connaissons pas ça. Nous connaissons tout simplement qu'on se réfère à la Constitution. Et si on veut être chef de l'État au Cameroun, on remplit les conditions, on doit être soit investi par un parti politique ou soit avoir les 300 signatures à travers la République. Et nous connaissons que si demain c'est Franck Biya ou c'est Valère Bessalar, il va suivre la même procédure. Maintenant, nous devons laisser chaque citoyen se mouvoir et poser ses actes. Et de là à croire que de toutes les personnalités au Cameroun, prétend M. Bessalar, qu'on ait déjà perdu aussi confiance à telle enseigne qu'il n'y a que Franck Biya, que le chef de l'État camerounais a vu pour mettre en mission en France pour aller inviter Macron. Non, je pense que effectivement ce genre de sorcellerie, je comprends pourquoi je ne peux pas réussir à m'en sortir là. Maintenant, je vais revenir pour dire, nous sommes en train de recevoir le chef de l'État d'un pays ami. On s'apprête à le recevoir, oui. Parce que au-delà de toutes les conjectures que nous pouvons faire, la France reste un partenaire privilégié chez nous au Cameroun. La France reste un pays ami. Tous les Français sont des amis des Camerounais. Même si par moment, nous avons connu, n'est-ce pas, des périodes un peu, je pourrais dire, des déséquilibres, juste parce que peut-être nous avons eu des appréciations que nous avons eues avec certaines sorties que nous avons remarquées du chef de l'État, encore moins que les choses de la diplomatie sont très compliquées. Ouais. À un moment donné,
les populations, n'est-ce pas, se sont indignées, peut-être de caractère, de langage qu'on a qualifié de peu estimable pour un pays souverain comme le nôtre. Mais cela n'a pas entaché nos relations. Et c'est pour cette raison que, d'entrée de jeu ici, j'ai dit, la France a tellement des intérêts aussi lourds au Cameroun, aussi bien que même pour se déplacer, rien que pour la coopération économique, le chef de l'État français peut se déplacer. Quand on a dans un pays, n'est-ce pas, un autre dont on chiffre au moins une centaine de filiales, où on compte plus de 200 entreprises tenues par les ressortissants français, des entreprises qui font dans tout, comme on pourrait dire. On a l'exploitation forestière, on a le BTP, on a même les banques, on a les assurances. Donc, alors, ne serait-ce que pour ces lourds investissements, je crois qu'un chef de l'État peut même se déplacer. Et bien des choses. Quoi de plus normal que de rencontrer un sage à la hauteur du chef de l'État camerounais? C'est vrai, la France est un très grand État, c'est même, nous avons des relations tutélaires que nous n'allons pas... Pourquoi il ne l'a pas fait lors de son premier mandat? Le président était toujours un sage, non? Effectivement, et je l'ai dit ici, on peut pendant 5 ans ne pas utiliser toutes ces cartes. Oui. Mais c'est à la dernière minute qu'on sent qu'il faut utiliser une carte qui va être profitable. Il pouvait ne pas être bon. Nous avons parlé le cas de son, bon, pas son prédécesseur, avant son prédécesseur de Sarkozy, qui avait juste fait soirée. Non, c'est son prédécesseur qui a fait un mandat. Un mandat, oui. Sarkozy également. Oui, Sarkozy aussi a fait un mandat. Bon, lui, au cours de son premier mandat, bon, nous n'allons pas trop chercher. J'ai bien dit qu'on essaye de se renourrir de ses erreurs. Okay. Alors, pendant ce mandat, qui a été bien aussi critiqué de part et d'autre. Si nous essayons de voir seulement le résultat politique, ce qui se passe en France à l'heure actuelle, on peut même aussi entendre que même à partir de ces conseillers spéciaux, on peut l'avoir soufflé que, ben, attention, essaye de comprendre, d'aller à tel niveau avant de repenser le déploiement d'une nouvelle politique de la France en Afrique. Voilà. Il faut commencer. Donc les raisons sont assez étendues. Voilà. Aristide Bilunga. Donc je voulais juste à la suite de Benoît Fedieu dire que Macron rencontre tout le monde en France tout le temps. Il est habitué des interpellations des citoyens. Donc si les Camerounais ont pu s'adresser à lui, c'est dans l'usage normal de la culture démocratique de la France. Justement, vous avez l'occasion, vous qui avez vous avez manifesté devant l'ambassade de France suite aux déclarations de Macron. Vous avez l'occasion de lui dire quand il sera là. L'autre jour, il est habitué. Ça ne lui pose pas de problème. Allez l'accueillir avec des pancartes, dire que nous n'étions pas d'accord avec ce que vous avez dit. Non, dites-le lui. Non, vous l'avez fait. Écoutez, vous l'avez fait. Vous êtes parti, vous avez des gens, c'était devant l'ambassade. Avec des tenues, des machins. Vous avez vu une tenue de RDPC devant l'ambassade? Ouais. Non, je voudrais que nous... Non, je dis... Monsieur Demba, je voudrais très honnêtement, est-ce que devant l'ambassade, vous avez vu une tenue de RDPC? Non, vous vous rappelez, il n'y avait pas... Moi, j'ai dit justement il n'y avait pas, n'est-ce pas? Je dis que vous avez l'occasion... Non, les Camerounais ont donc l'occasion de s'adresser directement à Macron pendant qu'il sera là pour lui dire « Nous n'avons pas été contents de ce que vous aurez dit contre notre président. Macron est habitué. » Okay. À chacun sa façon. Voilà. Nous allons utiliser notre façon, utiliser la vôtre aussi. Est-ce que vous comprenez, Aristide Bilunga, ces craintes de certains leaders de l'opposition, partis de l'opposition, que la visite du président Macron aille dans ce sens-là, de vouloir dévoyer un peu la façon dont le pouvoir est souvent, c'est-à-dire pour accéder à la présidence de la République? Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes-là de certains opposants? Les inquiétudes, ça se comprend, c'est une évidence, parce que justement l'État du Cameroun, il est bien clair que le processus de transition est en cours. Et maintenant, tout le monde peut se poser des questions lorsqu'on voit justement un président du pays comme la France, qui a des relations assez historiques avec le Cameroun, et le pays également qu'on connaît l'histoire avec tout ce que la France a fait dans le changement
des chefs d'État par le passé. C'est pour cela que si vous vous souvenez de la question que j'ai posée par le début, est-ce qu'il y a une logique de continuité ou de rupture? C'est là où tout se joue. Et aujourd'hui, toutes les sociétés africaines, comme au Cameroun, ne sont plus là pour la continuité, mais pour la rupture. Et je pense que le président Macron, il est bien conscient. On ne peut que voir les ébauches, les échanges qu'on a eu avec le sommet, avec les jeunes, et tel que le compagnon vient de le souligner aujourd'hui, il est ouvert aux échanges. Mais est-ce que la question maintenant, c'est le format de la visite? C'est une visite assez importante. Et vraiment, il faut aller chercher les enjeux profonds. Et là, tout va dépendre de qu'est-ce que les deux chefs d'État pourraient inscrire à l'agenda. Et aujourd'hui, s'il faut épiloguer dessus, on va voir qu'il y a des questions économiques qui sont primordiales, de deux côtés. Il y a des questions sécuritaires, de deux côtés. Donc, maintenant, des questions de politique intérieure, électorale. Également, Macron est bien conscient de l'environnement politique au Cameroun. Il est conscient des questions du nord-ouest-sud-ouest, de Boko Haram, du positionnement de la France, des questions agricoles. Le projet qu'il a d'ailleurs lancé, Initiative FM, qui voudrait bien prendre le Cameroun comme modèle pour porter cela. Donc, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que les deux chefs d'État vont inscrire en agenda? Et c'est là où on attend. Mais ce qui est important aussi, peu importe ce qui sera en agenda, qui va concerner les deux États, je pense que ce qu'il faut garder ici, ce sont les éléments du langage. Et c'est là où on peut rentrer dans les expressions qu'on a connues par le passé et le retour que le président camerounais a donné. Donc c'est très important aujourd'hui, le langage compte dans les rapports diplomatiques, tout comme les valeurs, les sentiments. Donc tout va se jouer dans les négociations et s'il y a des conférences de presse, et le relais de l'information, c'est là où on pourra donner raison à l'inquiétude ou pas. Voilà. Voilà, Bessala, les gages économiques s'obtiennent aussi en fonction de celui qui est à la tête de l'État. Bien entendu. Tout passe par là. Je vous ai dit dans ma petite connaissance et ma petite expérience administrative, quand vous voulez déplacer une colline, une montagne, il faut juste piétiner ses intérêts. C'est comme ça que ça marche. Ça marche en administration comme en politique. Ça veut dire quoi? Vous voulez que Hollande arrive au Cameroun, vous piétinez Bolloré. Hollande est arrivé en 2016 et on sait ce qu'il a obtenu. Vous voulez que Macron arrive, vous piétinez Total, vous achevez 2 ou 3 autres investissements français et il va se déplacer. Parce que ça marche comment? C'est-à-dire que ce sont ces investisseurs-là, en fait, qui vont voir leur président parce que les multinationales portent la nationalité de leur pays. Ce sont des fleurons économiques de leur pays. Ça veut dire que l'argent que Orange, Bolloré et tout ce monde-là travaille au Cameroun, ils en renvoient en France. Cet argent-là est converti dans les impôts et l'État français s'en sert pour les besoins domestiques. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous piétinez les intérêts de ces fleurons-là chez vous, ce sont ces multinationales, ces patrons qui vont voir le président pour lui dire il faut aller voir l'autre homme-là. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a piétiné suffisamment d'intérêts français pour faire venir ce jeune président vers lui. Il l'a fait avec Hollande, parce qu'Hollande ne voulait pas venir. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Hollande est venu pour 24 heures. Et Hollande s'est fait, entre guillemets, insulter. On connaît la phrase. Parce qu'en diplomatie, c'était une insulte. C'est-à-dire, il fait venir un président français et il lui dit ce qu'il lui a dit en 2016. Chez lui, sous son toit. C'est la même chose. Il a piétiné combien d'intérêts? Je vous ai parlé de la Sonara. Sonara, c'est Total. Total n'a plus la même mise, n'est plus dans l'actionnariat. Je ne sais pas comment ça marche là-bas. La Sonara est devenue une société d'État, à capitaux publics. Donc, l'État gère la Sonara. Ça veut dire qu'on ne reste avec Total et toutes les autres entreprises françaises parce que les gens ont comme l'impression qu'il n'y a que Total là-bas. Non. Même Glencore a des actions françaises dans cette affaire-là. Il y a plusieurs entreprises là-bas. Donc, une fois que la Sonara est devenue une société d'État, les intérêts français sont en danger. Parce qu'en fait, la prochaine étape devra être la raffinerie ou le raffinage de notre pétrole brut sur place, puisque le projet de reconstruction de cette Sonara-là a été donné aux Russes. Le gaz de Bipaga, à Kribi, est donné aux Russes, la gestion de ce gaz. Donc la France sent comment l'affaire est en train de lui échapper. De deux, il faut penser qu'une fois qu'il a piétiné les intérêts, Macron doit venir. Parce qu'en fait, si sur le plan politique, la France ne contrôle plus le Cameroun,
Au moins sur le plan économique, elle doit rester présente. Parce que vous savez que les grandes puissances internationales, les États-Unis, la Norvège, la Suède, le Canada, ont toujours sous-traité les biens ou les richesses souterraines des pays sous giron français à travers la France. C'est-à-dire que pour que les États-Unis aient un contrat, il fallait passer par la France. Désormais, avec la guerre russo-ukrainienne et la diversification des partenaires, les États-Unis trouvent déjà un moyen de négocier direct, gagnant-gagnant, d'égal à égal avec les pays. C'est-à-dire en comprenant que la France est devenue faible dans son propre giron. C'est ça la grande peur. Donc il y a certes une suite de colère entre les deux pays, puisque le président Paul Biya a pratiquement déjà jonglé diplomatiquement la France. Il y a aussi une colère de l'autre côté de chez nous. C'est-à-dire, la France ne joue pas franc jeu avec notre élite parce qu'en fait, à tout moment, elle a toujours agi sur une certaine élite afin de la convertir pour la succession. J'ai donné des cas. Vous comprenez? Donc, il y a cela aussi à mettre sur la table. Mais je voudrais aussi dire qu'il faut faire attention. Quand on rentre dans la géopolitique même des têtes de proue de l'Afrique centrale, l'Afrique centrale risque de basculer sous Paul Biya, après Paul Biya, à une sous-région de fils de président. C'est-à-dire que Bongo, fils de président qui a succédé à son père. Tchad, le petit là, il a succédé aussi à son père. Et si on va aussi à ce scénario, Cameroun, on risque aussi d'avoir quelqu'un qui aura succédé à son père. Et le pire encore, si, parce qu'Obiang lui, il observe le Cameroun. Obiang est encore quand même un peu solide. Lui se dit, j'observe le Cameroun. Si au Cameroun ça passe, chez lui aussi ça peut passer. On risque d'avoir donc, sur 6 pays de la CEMAC, 4 au moins, qui ont à la tête de leur État les fils de président. Ajoutez donc encore Sassou. Parce qu'on sait déjà ce que Sassou fait de l'autre côté au Congo. Vous comprenez? On risque d'avoir 5 sur 6 fils de président dans la sous-région. Mais alors, l'inquiétude de la France est justifiée. C'est-à-dire, on sait déjà que Bongo, il a voulu faire ça sur Sarkozy, c'est-à-dire penser que Sarkozy, comme il passait les vacances quand il était tout petit au Gabon, et qu'il pouvait être son ami, il a compris en son âme et conscience que Sarkozy n'était pas son ami. Il est revenu voir l'homme de Yaoundé. Il nous a rendu la Douala Stock Exchange. Du moins, pas la Douala Stock Exchange, la bourse de la BVMA. La BVMA, la bourse de Libreville. Pour dire au vieux, eh ben, moi j'ai compris que c'est toi qui me protèges. Il est rentré à la maison. On a pris au Tchad. On a pensé que le jeune Tchadien, il allait continuer à faire les intérêts de la France, mais il a compris qu'en fait, s'il joue les intérêts de la France ici en CEMAC, c'est-à-dire faire venir les Touaregs pour insécuriser le Cameroun à travers le petit passage qu'on peut bien créer à Tahoua, Zinder, c'est-à-dire dans la zone du Niger, sous le corridor de la frontière nigériane, en arrivant vers Maïdougouri pour constituer en fait ce que la France a voulu constituer en 1963, c'est-à-dire le grand État sahélien. Alors, il ne joue pas son jeu parce que le Tchad va imploser. Donc, le jeune Tchadien est rentré aussi dans la logique de Yaoundé, c'est-à-dire protéger notre sous-région de la pénétration française. Vous comprenez cela? Ça fait donc que le monsieur Macron, il est inquiet. C'est-à-dire que certes, les fils vont remplacer leur père, mais est-ce que les fils vont faire le jeu de leur père comme dans le temps? Parce qu'il faut vous souvenir que en 1990, l'une des grandes logiques qui échappe toujours parfois à certains de nous, les chercheurs, c'est que quand Mitterrand organise la conférence de la Baule, les gens ont l'impression que c'est parce qu'il aime tout l'Afrique quand il dit par exemple aide contre le multipartisme ou contre la liberté. Mais en fait, c'est parce que la France s'est rendue compte que la longévité des présidents africains depuis 60 fait que, avec la vieillesse, ils finissent par devenir plus intelligents et plus sages. Mobutu était devenu un rebelle. Mobutu était exclu de la francophonie. On l'a restauré en 1993. Il a compris donc en fait, il faut commencer à renouveler à la tête des États parce que plus ils vieillissent au pouvoir, plus ils commencent à basculer vers la protection des intérêts de leur peuple. Donc c'était ça la logique. Et Biya est donc resté. C'est pour ça qu'il a cherché à résister dans cette période d'incertitude de 90 à 2000. Et aujourd'hui, on voit les résultats. C'est-à-dire que le Cameroun a échappé déjà à la France. Le risque est donc qu'on fasse tache d'huile. C'est-à-dire que le Cameroun qui échappe à la France peut entraîner les autres 5 pays de la CEMAC et peut-être si on va plus loin, les autres pays, c'est-à-dire les 11 de la CEAC. Et c'est très dangereux pour Macron. Il faut absolument qu'il touche le point du mal. Parce qu'en fait, aller en Centrafrique, comme ils ont voulu imposer Bozizé, Biya est intervenu. On sait ce qui s'est passé. Le bureau aujourd'hui agit en Centrafrique. D'ailleurs, même c'est un Camerounais, je pense qu'on l'a ramené, qui est le patron de la MINUSMA. Donc on continue dans cette logique-là, pardon, les forces en attente. Les forces en attente. Donc les forces militaires. Donc on a ce problème-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut toucher donc Paul Biya parce que c'est lui qui dérange la France. S'il réussit à toucher Paul Biya, certainement qu'il peut sauver 2 ou 3 petites choses pour la France. Mais il ne sauvera pas grand-chose parce qu'en fait, je crois que la chose que Biya va mettre sur la table, et je sors par là, la France, si vous voulez rester au Cameroun comme partenaire fiable et essentiel, il faudra accepter mon fils. Joseph Emmanuel Ateba, on sort de l'émission rapidement. Oui,
Qu'est-ce que vous retenez? J'ai beaucoup de peine à percevoir Biya comme un protecteur des intérêts du Cameroun, par-delà la sous-région d'Afrique centrale. J'observe malheureusement que son influence, telle que le disait Valère tout à l'heure, là, sur ces pays d'Afrique a été dans le sens de ce qu'il pensait pour le Cameroun. C'est-à-dire que s'il a soutenu les fils à papa ailleurs, c'est parce qu'il se préparait à faire la même chose au Cameroun. Donc, c'était en prévision à ce qu'il allait faire chez lui. Ce n'était pas dans l'intérêt du Cameroun, ni de protéger les intérêts du Cameroun. Il n'a protégé que ses intérêts et ceux de son clan. Malheureusement, ce serait regrettable que nous soyons en train d'espérer que Macron, en ne rentrant pas dans ce jeu, dans ce deal, sauvera peut-être le Cameroun. Malheureusement, oui. Malheureusement, c'est à mon corps défendant que je le dis, que si Macron ne rentre pas dans ce jeu de Paul Biya, il aura sauvé le Cameroun. Voilà. Aristide, le mot de la fin? Le mot de la fin, je pense qu'aujourd'hui, la situation internationale voudrait bien que les États puissent aller sur la coopération gagnant-gagnant, les relations assez fiables. Et aujourd'hui, des logiques anciennes dans tous les secteurs, justement, sont en train de montrer leurs échecs. Donc, maintenant, pour le Cameroun, avec ses problèmes, je pense que l'État a suffisamment de mécanismes juridiques, sociologiques pour pouvoir faire face à tous les problèmes. Et c'est ce qu'on essaie de voir depuis que nous vivons ces crises qu'on n'a pas connues par le passé. Donc, je pense qu'il revient toujours aux citoyens camerounais de pouvoir porter des solutions, beaucoup plus en termes de dialogue, en termes de qu'est-ce qu'on voudrait apporter à l'État du Cameroun au-delà des divisions sociologiques qu'on est en train de voir et qui sont justement la conséquence des relations internationales où chacun essaie de faire des amis à l'extérieur et ça apporte parfois des désordres à l'interne. Et je pense qu'il est bon temps pour que des divisions politiques, économiques, tous les acteurs puissent se mettre ensemble pour pouvoir agir pour la construction de ce pays et maintenir sa position tant économique, géostratégique au niveau de l'Afrique et dans le monde. Ok. Benoît Fedieu, ce sera lundi, le président Macron arrive aux environs de 20h. On va voir beaucoup de militants RDPC aller accueillir le président Macron et d'autres Camerounais, bien évidemment. Voilà, effectivement, vous avez complété. On pourra se déployer autant que la nécessité se présente. Je dirais, le jeu de Paul Biya à mon frère Emmanuel Ateba, c'est le jeu de la légalité. Donc il ne faudrait pas souhaiter autre jeu que le jeu de Paul Biya et puis le regretter plus tard. C'est la légalité. Ça veut dire, regardez votre constitution et regardez comment elle est conçue, qu'est-ce que la constitution a prévu. Maintenant, au Camerounais, je dis, nous recevons un grand ami et ensemble, nous devons nous mobiliser autour du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour l'accueillir. C'est un pays ami et je pense que ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de lui réserver un chaleureux accueil. Voilà, merci. Merci à vous, Benoît Fedieu, merci Aristide. Merci Joseph-Emmanuel Ateba. Merci à vous également, voilà Bertrand Bessala. Voilà. Madame, Messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Le rendez-vous, il est pris pour lundi à 9h, un peu avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Il sera 19h à Yaoundé, mais 20h à Paris.